Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Emmanuelle Engeli, la créatrice de Forêt Bleue, une marque de cosmétiques naturels dont les formules privilégient les matières premières biologiques, éco-responsables et de qualité alimentaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Virginie. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui, je suis vraiment ravie. Merci à toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un peu ton parcours jusqu'à la création de Forêt Bleue ? Oui, alors je m'appelle Emmanuelle, j'ai lancé Forêt Bleue il y a à peu près 3 ans. Avant ça, j'avais pas du tout prévu de me lancer dans le domaine de la cosmétique. À la base, j'ai fait plutôt des études dans la coopération internationale. Je voulais faire de l'humanitaire, en fait, travailler plutôt dans des organisations internationales, des ONG, des choses comme ça. C'est vraiment toujours ce qui m'a animée au cours de mes études. Puis après ça, j'ai commencé à travailler effectivement dans ce domaine-là pendant quelques années. J'ai fait plusieurs stages à l'étranger, au Liban, au Sénégal. Puis je suis rentrée à Genève où j'ai travaillé au Forum économique mondial pendant 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis arrivée à un point dans ma vie où pour la première fois, j'avais trouvé le job que je voulais, que j'avais toujours cherché à avoir, pour lequel j'avais étudié, etc. J'avais fait pas mal de jobs au préalable parce que ça fait très longtemps que j'ai été très jeune indépendante financièrement, donc je fais pas mal de petits jobs d'étudiante, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment qu'après quelques temps, une fois que je me sens un peu confortable sur mon job, je commence à m'ennuyer et les journées passent super lentement, voilà, et je sais plus quoi faire, etc. Et j'ai toujours pensé que c'était normal parce que par définition, un job d'étudiant généralement c'est pas forcément quelque chose qu'on aime, c'est juste quelque chose qu'on fait pour gagner des sous et faire des études pour faire quelque chose qu'on va aimer. Et puis là je me suis dit ok, j'ai vraiment trouvé le job que je voulais. Je suis dans une super équipe, j'avais un super manager, mon job en soi il était intéressant, je faisais vraiment des trucs super sympas et pareil, après 2 ans j'en pouvais plus quoi, enfin même avant ça, après 1 an je commençais déjà à me lasser et là je me disais mais c'est pas possible, j'ai tout ce que je veux, si déjà après 1 an ça va plus, comment je vais faire ça jusqu'à mes 60 ans ? Et donc voilà, et puis en parallèle à ça, j'avais commencé à fabriquer des produits cosmétiques pour moi, des produits d'entretien, etc. Plutôt à la base dans une démarche un peu zéro déchet, limiter ma consommation, plus acheter dans les centres, dans les supermarchés, etc. Voilà. Ouais. Et puis en fait, je me rendais compte que je passais de plus en plus de temps en fait à faire ça, à peaufiner. Au début, c'était vraiment une démarche toute simple. Je voulais juste avoir plus qu'un produit dans ma salle de bain, etc. Puis au final, je me retrouvais avec 20 crèmes de jour différentes parce que j'essayais plein de formules, etc. Et puis je me rendais compte que vraiment ça m'animait, que j'aimais ça. Que j'avais tout le temps envie, je prenais le bus pour aller au boulot, dans le bus je faisais des recherches sur des nouvelles recettes, etc. Et donc voilà, petit à petit l'idée est vraiment née toute seule. Voilà, je me suis pas dit j'ai envie de devenir entrepreneur, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est vraiment je me suis dit ok, je m'ennuie tous les jours au boulot, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi pour faire des crèmes, pourquoi est-ce que je ferais pas des crèmes la journée tout simplement. Et donc là j'ai commencé à un peu me renseigner sur le sujet, à faire quelques formations en Suisse pour voir un peu comment ça se passait, les lois, etc., qu'est-ce qui était faisable ou non avec mon budget, etc. Puis j'ai vu que c'était faisable, et donc voilà, j'ai commencé un peu à définir mon projet, à mettre des sous de côté, à prévoir un peu, et puis j'ai démissionné finalement assez rapidement, ça s'est fait assez vite parce que je me suis dit si je dois le faire, faut essayer, et si ça se casse la gueule, j'arrêterai. Mais au lieu de laisser ça de côté et puis faire ça le soir et le week-end pendant 6 ans, et puis je voulais vraiment essayer à fond, et donc voilà, j'ai démissionné assez rapidement et j'ai lancé Forêt Bleue il y a 3 ans maintenant à peu près exactement. Et justement, ça me fait sourire ce que tu dis, parce je pense qu'on est nombreux à avoir cette impression de se dire qu'on a vite fait le tour de notre job et qu'on se dit encore 40 ans comme ça, quel enfer. Toi, qu'est-ce que t'as trouvé du coup dans ton aventure entrepreneuriale qui te manquait en tant que salarié ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Je pense, alors la première chose c'est ça, c'est justement que j'ai plus ce sentiment, j'ai jamais ce sentiment de lassitude, j'ai jamais l'impression d'être confortable dans ce que je fais en fait, même si évidemment il y a des choses que je maîtrise plus aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Au final, en fait, quand je maîtrise quelque chose, je vais plus loin dedans, et c'est comme les cours de pilates, en fait, plus on en fait, plus c'est dur, parce que après on comprend, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup, ça fait encore plus mal.
Donc c'est ça en fait, même si voilà il y a des choses qui sont répétitives, la production, bah oui c'est de la production, j'en fais depuis 3 ans, mais aujourd'hui je fais pas les mêmes productions qu'il y a 3 ans, je fais des formules plus complexes, je fais des nouveaux produits, je fais des autres quantités, enfin c'est toujours, toutes les tâches, même quand elles sont les mêmes, évoluent d'une certaine manière et donc je suis toujours en train d'apprendre, etc. Et l'autre point aussi qui était super important pour moi et que je ressens vraiment avec Forêt Bleue, c'est que moi j'ai tendance quand je travaille à vraiment m'investir énormément dans ce que je fais généralement, je m'investis trop. Dans mes jobs précédents, ça m'a toujours un peu causé du tort parce que j'étais tellement investie émotionnellement de mon énergie dans ce que je faisais qu'en fait, j'étais toujours tellement frustrée parce que j'avais l'impression de me faire arnaquer, en fait. Mais c'était complètement de ma faute. Personne me demandait d'être comme ça. Mais voilà, je voulais toujours bien faire les choses, voilà, trop me donner de peine. Et du coup, moi, j'étais frustrée parce que j'avais l'impression de jamais recevoir sur ce que je donnais, en fait. Et là, j'ai plus du tout cette impression parce que je travaille pour moi. Donc, c'est pas comme quand on travaille... Dans mon job précédent, le big boss de l'organisation pour laquelle je travaillais, il savait même pas qui j'étais. C'était une grande organisation avec des centaines d'employés. Donc tu dis, je passe mes journées à donner toute mon énergie pour quelqu'un qui, si je le croise dans la rue, il me reconnaît même pas. Alors que là, quand tu travailles pour toi, c'est beaucoup moins frustrant du coup d'y passer tes soirées, tes week-ends, tes vacances, même si c'est important de prendre du repos quand même. Mais voilà, c'est complètement différent. La notion d'investissement, on sait qu'on investit dans soi-même, dans son rêve à soi, et du coup, on n'a pas de frustration par rapport à ça en fait. C'est clair. Et tu parlais de l'impression de se faire arnaquer avant, et je pense que en lien avec ça, il y a aussi une perception assez différente entre ce que tu imagines du monde du travail pendant tes études et ce que tu vis après. Est-ce que toi, justement, t'idéalisais un peu le monde du travail pendant tes études et quand tu t'es retrouvée dans le bain, tu t'es dit « Ah, en fait, non, c'est pas tout à fait comme j'imaginais » Complètement. En fait, moi, vraiment, le problème que j'ai eu, il était vraiment propre à la branche que j'avais choisie. C'est que, moi, quand j'étais jeune, je suis toujours un peu jeune, ça va, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment super naïve, vraiment, quelque part, entre guillemets, la blanche ado de base. Je voulais, faire de l'humanitaire, sauver le monde, aller, apporter ma pierre à l'édifice, ce qui est louable aussi. Hein. Et puis, à l'époque, la seule manière que je voyais de pouvoir faire quelque chose de positif avec sa vie, c'était l'humanitaire. Je voyais pas, j'avais pas assez de connaissances du monde du travail, des différentes options. Je connaissais pas l'entrepreneuriat social. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'était ça. C'était, je veux faire quelque chose de bien, donc je vais faire de l'humanitaire. Et puis, une chose dont je me suis rendu compte, ça, c'est surtout mon expérience, je pense, au Liban, qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est que là-bas, je faisais un stage aux Nations Unies à l'UNRWA, c'est l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Et j'ai fait un stage de 9 mois là-bas, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Mais c'était mon job rêvé. Moi, à la base, j'avais vraiment fait mes études, je voulais travailler sur cette problématique-là, dans cette agence-là. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte déjà que je parlais pas arabe, donc qu'il fallait du temps pour apprendre l'arabe. Enfin, j'ai pris des cours là-bas, j'ai rencontré des gens qui parlaient pas à la base, qui parlaient bien ensuite, mais tout le monde me disait ça prend en tout cas 3 ans de cours vraiment intensifs pour arriver à peu près à travailler dans cette langue. Et puis surtout que oui, j'avais étudié cette problématique le plus que je pouvais depuis ma salle de classe à Genève, mais au final, personne ne connaîtra jamais aussi bien une problématique en particulier que les gens qui la vivent depuis leur naissance. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai passé toute ma vie à étudier une problématique, enfin toute ma vie en guillemets, j'ai passé du temps à étudier cette problématique. Il faudrait que je passe encore 3 ans à apprendre une langue pour vraiment, parce que je pense que c'est quand même essentiel de parler la langue si on fait du travail de terrain, pour apprendre la langue. Puis ensuite, il me faudra encore des années et des années avant de vraiment comprendre ce que ces gens vivent. Au final, c'est débile, en fait. C'est du gaspillage de ressources, dans le sens que ça fait beaucoup plus de sens de s'assurer que ces gens-là qui vivent leurs problèmes à eux puissent avoir accès à des formations, des universités qui leur permettent de compléter leur compréhension de leurs propres problèmes par des connaissances, des techniques qui vont pouvoir ajouter à ça, et eux seront beaucoup plus efficaces pour eux-mêmes. Et justement, cette agence onusienne pour laquelle j'ai travaillé a très bien compris ça, parce que la quasi-totalité de leurs employés sont des réfugiés palestiniens, ce qui est très intelligent. Mais et je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, mais en fait, du coup, peut-être que, et je crache pas du tout sur, il y a des humanitaires qui font un super boulot, c'est génial, mais en fait, je me suis dit, peut-être ça fait plus de sens de s'investir dans sa communauté à soi, en fait, de travailler pour des choses qu'on connaît, nous, parfaitement, parce que c'est comme ça qu'on a de l'impact. Donc ouais, c'est ça qui m'a un peu désillusionnée, et du coup, qui m'a fait aussi avoir envie de rentrer à Genève, ce que j'avais jamais voulu faire. À la base, je voulais vraiment faire du travail de terrain. Et puis à Genève, j'ai trouvé un job au Forum économique mondial où là, effectivement, j'étais plus à ma place, j'avais l'impression que je pouvais contribuer. Et de nouveau, c'est là que je me suis dit, en fait, je m'ennuie, donc faut quand même pas que je fasse ça. Voilà.
Et comment ça s'est passé du coup concrètement au moment de lancer Forêt Bleue? Enfin, quelles ont été un peu les étapes de ton développement? T'as démissionné, ensuite t'as ouvert une société, ou comment ça s'est fait? Alors non, c'était avant. En fait, d'abord, l'idée est venue, l'envie est venue. Après, il y a eu une phase de recherche en fait. Voilà, regarder un peu ce qui se faisait. Surtout, moi, c'était surtout la question des normes, des lois, savoir, voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir un labo pour pouvoir lancer une marque de cosmétiques tout de suite? Est-ce que, enfin, quel est en fait l'investissement à mettre au départ, parce que j'avais pas de capital. Donc c'était déjà ça, une phase de recherche pour voir ce qui était possible, accessible pour moi à mon niveau. Ensuite, ça a été de faire des formations sur les réglementations, sur la technique, sur voilà, je faisais des cosmétiques pour moi chez moi, mais ça n'a rien à voir de faire des cosmétiques pour soi et d'en vendre dans une boutique. Voilà, ça demande évidemment des compétences différentes. Donc il y avait une phase de formation, puis j'ai réfléchi au nom de la marque, à la création de la société, etc. Et tout ça, j'ai fait vraiment avant de démissionner. Et en fait, j'ai démissionné, j'avais déjà ma société, j'avais déjà déposé le nom de ma marque, j'avais déjà tout ça, et je me suis donné 2 mois pour sortir mon site internet, en fait. Et après, j'ai commencé à vendre tout de suite. Puis tu disais que tu n'avais pas de capital, du coup tu as fait avec tes économies, tu as emprunté? Oui, j'ai emprunté, en fait j'ai fait semblant de devoir emprunter pour autre chose, et puis et du coup j'ai juste emprunté ce qu'il fallait pour créer ma société, et voilà. Et j'avais mis des sous de côté, mais c'est tout parti dans mon premier paiement d'impôt la première année. Donc non, j'avais vraiment rien au départ, j'avais vraiment rien. Et du coup, on va parler un petit peu plus de la création et puis du développement de la marque. Donc, Forêt Bleue, c'est une marque de cosmétiques naturels dont les formules privilégient les matières premières biologiques, éco-responsables et de qualité alimentaire. Tous les produits sont faits en Suisse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est tout ce que tu viens de dire. Voilà. Non, je rigole. Mais non, oui, j'avais envie de faire une marque qui corresponde à ce que j'aime et ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, on parlait avant de... Moi, à la base, ce que je voulais faire dans ma vie, c'était quelque chose de positif, en fait. Peu importe quoi, j'avais pas encore compris quoi. Mais du coup, je me voyais pas faire un métier juste pour gagner de l'argent et payer mon loyer. Je juge pas les gens qui le font, hein, c'est très bien aussi, mais j'avais envie de sentir que j'ai au moins pas un impact négatif sur ma société. Je partais déjà de là. Et donc, moi, je crois en les cosmétiques naturels, je crois en le fait que ce soit mieux pour l'environnement, pour la société, de consommer des produits naturels, locaux possibles, etc. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de faire avec mes produits. Je pense aussi que les produits naturels très souvent sont des meilleurs produits que les produits conventionnels en termes d'efficacité. Il y a souvent moins de risques par rapport à des potentiels effets aussi négatifs sur la santé, etc. Donc voilà, j'avais envie de faire des produits qui me correspondent, que moi j'ai envie d'utiliser, et qui soient qualitatifs, éthiques le plus possible, et dans une démarche locale au plus possible, justement pour faire le lien avec ce que je disais avant, c'est que j'avais vraiment envie du coup d'actionner moi mes origines, la ville et le pays dans lequel je suis, et du coup je fais le plus possible les choses en Suisse. Alors évidemment la fabrication c'est moi qui fais, donc forcément c'est en Suisse, mais là j'ai aussi commencé à sous-traiter une partie de mon activité, la préparation des colis, l'étiquetage, etc., à une entreprise qui emploie des personnes qui sont habituellement exclues du marché du travail, notamment pour raison d'un handicap. Et ça, de nouveau, c'est une entreprise qui est à Genève, et mon but, c'est de sous-traiter le plus de choses possible à cette entreprise sur le long terme, et donc de rester à Genève et en plus dans une démarche sociale, ce qui est aussi, je trouve intéressant. J'achète aussi mes matières premières en Suisse, même si beaucoup des ingrédients qu'on utilise en cosmétique sont forcément cultivés ailleurs dans le monde, mais je les achète à une entreprise suisse. Je fais le plus local et naturel possible. Et en parlant de matières premières, justement, comment est-ce que tu les sources? C'est-à-dire quels sont tes critères, et aussi comment est-ce que tu as trouvé tes filières d'approvisionnement? Alors c'est un équilibre, disons, entre l'efficacité de la matière, l'utilité qu'on en a dans une formule, son impact écologique, son prix, et puis l'accessibilité. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un fournisseur que j'ai trouvé dès le départ, parce que c'est aussi une entreprise qui fait des formations, et c'est en fait auprès de cette entreprise que je me suis formée. Et je me fournis chez cette entreprise, pour tous mes ingrédients, et ça me permet en fait une facilité au niveau de, je connais cette personne, je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle travaille avec des chimistes pour s'assurer que les matières soient aux normes, réelles, justes, qu'elles correspondent à, Donc je sais que il y a pas de risque d'arnaque, il y a pas de risque de problème de qualité, problème de normes.
Et je sais aussi que cette personne fait toutes les démarches pour s'assurer aussi de l'aspect éthique, elle va s'assurer que les ingrédients sont pas testés sur les animaux, qu'il n'y a pas d'autres problématiques que parfois on connaît moins. Par exemple, il y a la question de l'huile de coco. Il y a beaucoup aujourd'hui d'huile de coco qu'on trouve dans le commerce qui est fabriquée avec des singes récolteurs. En fait, c'est des bébés singes qu'on arrache à leurs parents pour pouvoir les domestiquer en fait et qu'on utilise après pour ramasser les noix de coco. Puis ça, c'est typiquement un problème que personne ne connaît. Tu Donc voilà, tout le monde s'en fiche mais voilà, moi je sais que mon fournisseur, elle va se prendre la tête à trouver l'huile de coco qui n'est pas faite de cette manière-là, même si ça joue aucun rôle d'un point de vue marketing. Donc voilà, ça me permet de laisser ça de côté parce que vu que je fais beaucoup moi toute seule, ça prendrait beaucoup trop de temps de moi rechercher pour chaque matière un fournisseur. Et puis surtout, j'y aurais pas accès parce que je fais des trop petites quantités, donc voilà, je suis pas intéressante pour les fournisseurs. Donc voilà, et donc c'est pour ça que j'achète vraiment tout dans le canton de Vaud chez cette personne. Et je voulais te demander comment se passait un petit peu ton processus créatif, entre guillemets, de conception d'un produit. D'où vient l'idée? Est-ce que tu mènes des sondages auprès de tes consommateurs maintenant? J'ai toujours super honte en fait quand on me pose cette question parce que en fait c'est vraiment une démarche purement égoïste. Je mets mes produits, j'en mets pas d'autres. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de cosmétiques et du coup c'est généralement j'ai envie d'un produit, je le fais quoi. Voilà, et puis je fais un produit que j'aime. Je vais mettre une odeur que moi j'aime bien, une texture que moi j'aime bien et voilà, donc ouais j'ai toujours un peu honte de répondre à ça. Premier consommateur, oui, voilà, consommatrice. C'est ça. Puis je me dis, tous les goûts sont dans la nature, donc il y aura forcément des gens qui auront les mêmes goûts que moi et puis à qui ça conviendra. Mais après, oui, bien sûr que ça m'arrive aussi de faire des petits sondages pour voir. Par exemple, là, je vais bientôt, prochainement sortir un masque pour le visage et je savais pas si je devais mettre une spatule avec. Je me disais, voilà, est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est plus hygiénique? Après, il y en a qui vont trouver que c'est pas écolo. Donc, je savais même pas moi ce que je préférais par rapport à ça. J'ai fait un sondage, j'ai vu que c'était 50-50, donc j'en mets pas parce que c'est plus écolo. Mais voilà, donc pour des choses comme ça, je vais des fois faire des sondages, mais c'est vrai qu'au final, c'est beaucoup... En fait, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire des produits que j'aime, et je pense que ça marche mieux quand c'est comme ça marche mieux quand on est sincère dans sa démarche et qu'on aime réellement ce qu'on vend. Et donc, du coup, je pense d'abord à moi, en fait, quand je fais un produit. On parlait avant de réglementation et tu disais qu'effectivement c'était compliqué et je lisais en préparant l'interview qu'en 2021 la Suisse va se rapprocher des réglementations européennes. Oui. Du coup j'imagine que ça va t'impacter. Oui, ça va m'impacter. La chance que j'ai, c'est que comme j'ai fait tout de suite des formations, je suis au courant de ces changements-là depuis le début. Parce que, en fait, c'est une loi qui a été en fait ratifiée, je sais pas comment on dit, en 2017, et puis elle entre en vigueur l'année prochaine. Mais donc, ça fait quand même 4 ans qu'on est au courant de ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai pu m'y préparer dès le départ. Concrètement, ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, en Suisse, on était assez laxiste en matière de cosmétiques, c'est-à-dire qu'il y a des normes, surtout sur l'hygiène, la fabrication, etc. Mais c'est un peu le principe de la bonne foi. On part du principe que les gens respectent ces normes. Et après, il y a des contrôles. Et par contre, voilà, c'est très suisse, complètement. Et mais par contre, il y a des contrôles. Et si on se fait pincer, là, on se prend tout de suite une amende. Voilà. Mais c'était relativement simple. C'est souvent des lois qui font sens. Donc, c'était relativement simple de respecter les lois. Là, on va passer en fait un système qui se rapproche de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on devra, pour chaque référence qu'on met sur le marché, faire un dossier réglementaire qui doit comporter entre autres des tests labo sur la conservation du produit, la compatibilité avec le packaging dans lequel est le produit, et l'innocuité pour la peau ou les yeux, suivant le produit. Et donc ça évidemment ça a des coûts, et puis c'est surtout, c'est de la paperasse, c'est un temps administratif, il y a aussi d'autres choses dans ce dossier. Donc voilà, oui, c'est un impact important. L'impact principal, c'est qu'aujourd'hui, si je voulais faire 300 références de produits, je pouvais en faire 300. Après, oui, ça coûte toujours d'avoir des références parce qu'il faut quand même le packaging, les ingrédients, etc. Mais ça me changeait pas grand-chose, alors que à partir de l'année prochaine, clairement, je vais me limiter sur le nombre de références que je mets sur le marché. Voilà, pour aller à l'essentiel. Et puis voilà, c'est un coût financier, et puis en termes de temps pour l'admin, mais encore une fois, c'est quand même des choses qui font sens. C'est quand même bien que les produits qu'on met sur le marché soient sûrs pour la peau, se conservent. Voilà, donc je suis pas complètement scandalisée par ces changements. Je trouve que c'est bien. C'est juste, oui, compliqué pour les petites marques, comme toujours. Voilà, faut s'adapter. Justement, qui dit petite marque dit unique personne à la tête de l'entreprise. Comment tu gères tout ça? Est-ce que tu te fais épauler ou est-ce que tu fais vraiment tout toute seule Non, alors clairement, je sais pas tout faire. Et voilà, il y a des choses, je suis nulle en graphisme, je sais pas du tout prendre une photo. Donc ces choses-là, j'ai dès le début vraiment confié ces choses-là à quelqu'un d'autre. Et puis aujourd'hui, je commence à
plus avoir le temps de faire aussi même les choses que je sais faire, donc j'ai commencé, c'est pour ça, à sous-traiter certaines choses, voilà, la préparation des colis, l'étiquetage, tout ça pour un peu gagner du temps. J'ai préféré cette démarche-là à employer quelqu'un parce que c'est, justement pour une petite entreprise, c'est quand même une énorme responsabilité d'avoir un salaire, quelqu'un de fixe sous sa responsabilité. Et du coup, en sous-traitant une partie de mon activité, ça me permet d'être un peu flexible selon la masse de travail que j'ai, et ça me convient assez bien comme ça. Top. Et comment est-ce que tu t'es fait connaître au début ? Est-ce que uniquement les réseaux sociaux, de la presse, des collaborations ? J'étais nulle en réseaux sociaux au début, j'ai mis genre 2 ans à comprendre comment fonctionnait une pub Facebook, donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça m'a aidé dans le sens, je pense, quand on entend parler d'une marque et qu'on veut en savoir plus, je pense que là c'était sympa d'avoir, je faisais quand même l'effort d'avoir des jolies pages, etc. Donc je pense que ça m'a aidé. Mais pour vraiment me faire connaître, je pense que j'ai fait pas mal d'événements au début, des marchés, des apéros, des trucs comme ça, où là vraiment je rencontrais les gens, je discutais avec eux, etc. C'est aussi comme ça que j'ai trouvé un peu mes premiers points de vente. Et après, à partir du moment où on est dans des points de vente, pareil, il y a plus de gens qui vont voir nos produits, en discuter avec la vendeuse, etc. Et je pense que c'est un peu comme ça, bouche à oreille, événements, rencontres au début que je me suis fait connaître. Et puis jusqu'au jour où j'ai découvert la publicité. Mais pour les débuts, c'est vrai que t'es ta meilleure ambassadrice en fait. Donc oui, autant c'est que ce clair. soit Au début, c'est important de parler aux gens et voilà. Puis après, le bouche à oreille fait que ça au bout d'un moment, ça va un peu tout seul, ouais. Complètement. Et on parlait avant de packaging. Donc, tu as pas mal de cosmétiques solides, notamment un shampoing. Et est-ce que tu arrives à... Donc, il n'y a pas de plastique. Est-ce que tu arrives à intégrer cette approche éco-responsable dans tout ton processus de fabrication, au-delà du packaging, ou c'est assez compliqué ? Alors, je fais du mieux que je peux. Moi, j'ai jamais voulu être vraiment dans ce discours marketing du je fais tout juste, c'est 100% écolo, zéro déchet, etc. Pour moi, le zéro déchet, ça n'existe pas, c'est pas possible. Même si sur l'étalage de la boutique, il y a pas de déchets, ce qui est déjà difficilement possible parce qu'il faut quand même protéger le produit. Il y a tout un processus avant. Il y a des normes de comment on dit ça, il y a des normes déjà, oui. Il faut pas d'étiquetage, mais de déjà, choses il faut des étiquettes. Et puis surtout, il y a tout ce qui se passe avant. Il y a la fabrication, tes matières premières, elles arrivent dans des emballages. Quand tu livres tes produits au point de vente, enfin voilà, il y a toujours des déchets qui sont produits. Donc j'ai jamais voulu être dans ce discours-là de dire moi je produis zéro déchet parce que c'est faux, personne ne produit zéro déchet. Mais j'essaie vraiment de faire au mieux le plus possible, voilà, de pas utiliser de plastique quand c'est possible, voilà, de réfléchir à toutes les matières que j'utilise, d'utiliser des matières recyclables. Pendant très longtemps, j'ai fait toutes mes livraisons en TPG parce que j'avais pas de voiture, donc je faisais même pas par la poste. Super, bon, j'arrive plus. Voilà, très écolo. Et je me suis fait un peu mal au dos du coup. Mais oui, voilà, j'essaye de faire au mieux, de réfléchir à chaque décision. Et vraiment, mon credo, c'est un peu de pas être juste dans un discours marketing, de pas faire que les choses visibles, mais aussi de réfléchir aux choses que je fais moi toute seule dans mon atelier que personne ne voit. Parce que voilà, c'est quelque chose que je fais parce que ça fait sens pour moi et parce que j'en ai envie et pas juste comme argument marketing en fait. Donc voilà, je fais au mieux, je fais pas parfait, mais personne n'est parfait. Et en termes de positionnement, donc je regarde un petit peu ton site et les produits, donc tu positionnes tes produits comme non-genrés, c'est-à-dire autant pour femmes que pour hommes. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est une industrie qui est super binaire, enfin avec plein de stéréotypes. C'est vrai que pour les femmes, on va avoir des produits qui vont être plutôt avec des couleurs pastel. Enfin, je fais clairement cliché, mais des senteurs douces, c'est pas cliché, c'est la réalité. Clairement. Et à l'inverse, les hommes, ça va être des couleurs foncées, du noir, des senteurs plus peut-être musquées, boisées. Donc, c'est un conditionnement qui nous influence tous, je pense. Toi, tu t'as décidé de t'en distancier. Ouais. Pourquoi ? Comment ? En fait, moi, c'est quelque chose qui me fait péter un câble, en fait. Ça me déprime, en fait, quand je rentre dans un magasin et que, voilà, comme tu dis, je vois le rayon femme qui est tout rose, avec plein de couleurs, puis qui sent la fleur, puis le rayon homme avec des packaging horribles, gris, noir, triste, et c'est toujours les mêmes odeurs. Et moi, ça me fait mal au cœur pour les hommes. Alors, je suis la première à dénoncer les discriminations qui concernent les femmes, je suis très féministe, mais pour le coup, je trouve que dans ce domaine, c'est quand même les hommes qui pâtissent un peu de tout ça, parce que leurs produits, ils sentent toujours la même chose, c'est toujours ces odeurs super fortes, hyper chimiques, ou alors voilà, boisés, kilomètres en plus. Donc, ouais, c'est ça, qui sentent vraiment fort. Et en fait, en parlant avec des gens, je me suis beaucoup rendu compte que, en fait, il y a énormément d'hommes qui n'aiment pas ces odeurs-là déjà, et soit moi qui les utilisent par défaut parce qu'ils se sont jamais posé la question, voilà, ils ont pas eu le luxe de se dire, en fait, j'aime pas ça, j'aimerais autre chose parce qu'il y a rien d'autre. Il y a pas le choix, en fait. Voilà. Ou alors, en fait, qui n'achètent plus de cosmétiques et qui utilisent les cosmétiques de leurs copines. Il y a énormément d'hommes qui consomment des produits entre guillemets pour femmes. Parce que ils se rendent bien compte que c'est les mêmes et puis que ça sent bon en fait. Donc voilà, ils sont pas bêtes. Donc oui, moi dès le début ça a été vraiment quelque chose que j'ai voulu faire
j'ai décidé aussi, parce qu'il y a pas mal, il y a quelques marques aujourd'hui qui font ça, surtout aux États-Unis, pas forcément énormément en Suisse, mais ils vont généralement choisir des packaging blancs ou noir et blanc, ou voilà, avoir quelque chose de très sobre, très unisexe, etc. Et moi, j'avais envie de mettre des couleurs, et parce que les hommes aussi, ils aiment les couleurs, il y a pas de souci avec ça. Et voilà, donc je pense, c'est pas forcément quelque chose, je pense, d'intelligent d'un point de vue marketing, parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas encore. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont persuadés que c'est des produits pour femmes. Hein. J'ai beau écrire partout que c'est unisexe. Justement, les hommes, comment c'est reçu, perçu? Les hommes, justement, il y en a énormément quand je leur parle qui me disent est-ce que tu fais des produits pour hommes? Et puis là, je leur dis que c'est unisexe. Mais voilà, mais disons, au final, c'est pas une décision que j'ai prise pour vendre, mais c'est plus une décision que j'ai prise pour participer au changement. Je pense que d'ici quelques années, toutes les marques seront comme ça, on se rendra bien compte à un moment donné que ça fait pas de sens de séparer entre genres. Et voilà, j'ai envie plutôt de faire partie de cette tendance-là. Ah, c'est d'accord avec toi, enfin, très d'accord. Oui, je voulais te demander, puisque t'es indépendante à la tête de cette marque qui fonctionne très bien, c'est quoi le plus challengeant pour toi? Enfin, quel a été, on va dire, l'obstacle qui était le plus difficile à surmonter? Pour moi, je pense que le plus dur, c'est que je suis une très mauvaise vendeuse. Je suis très honnête, mais un peu trop. J'ai vraiment du mal je dis pas qu'il faut être malhonnête pour vendre. Hein. J'ai un peu du mal déjà me mettre en avant. Enfin voilà, on tombe toujours sur le syndrome de l'imposteur, etc. Enfin, au début, j'essaye de le faire de moins en moins, mais c'est vrai qu'au début, les gens venaient vers moi, me disaient mais tes produits ils sont super, vraiment, ça m'a changé ma peau, etc. Puis je leur disais oui, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça, les produits naturels, c'est toujours un peu les mêmes compositions. Enfin, vraiment, mais je me dénigrais, mais c'est horrible. Puis après, pendant un temps, je me disais, bon, tu dis rien, en fait, tu réponds pas, tu souris poliment, tu dis merci. Et puis voilà, maintenant, j'essaye un peu des fois de dire, oui, effectivement, ce produit, il est super, parce que c'est vrai, ils sont très bien, les produits. Mais voilà, et d'argumenter. Mais c'est vrai que pour moi, ça, c'est super dur. Je suis vraiment pas une bonne vendeuse. Je sais vraiment pas faire ça. Et d'autant plus, c'est vrai que je suis déjà nulle à la vente, à la base, pour d'autres produits. J'ai été vendeuse avant dans une boutique de vêtements, j'étais déjà nulle pour ça. Mais c'est encore plus dur quand c'est tes produits, parce que t'as l'impression de te vanter en fait et de pas être modeste. Si tu dis cette crème c'est la meilleure crème du monde et que tu parles de la tienne, je trouve super dur en fait. J'avais une amie qui me disait ça en parlant de sa fille, parce qu'elle est super jolie sa fille, et elle me disait mais c'est horrible quand les gens me disent elle est trop belle ta fille, tu vois, ton réflexe c'est de dire mais toi aussi t'es trop belle, enfin de diminuer. Et après je me disais mais non, mais c'est mon enfant, c'est la plus belle, il faut quand même que j'apprenne à dire oui c'est vrai elle est trop belle, mais c'est dur, c'est souvent je trouve que c'est souvent dur à apprendre de faire ça, et pour moi c'est vraiment pas du tout naturel. Et c'est vrai qu'au-delà d'être bon ou pas bon en vente, c'est très humain, je trouve, que quand on te fait un compliment, oui, le réflexe, c'est dur de dire diminuer. merci. Ok, tu retournes le compliment en fait d'une autre façon. Tu vas dire mais toi aussi ton t-shirt il est joli, mais parce que t'oses pas prendre, parce que t'as l'air prétentieux en fait, et dans la vente, tu peux pas faire ça, donc ça c'est super dur. Et puisqu'on arrive un peu à la fin de l'épisode, est-ce que tu as des projets que tu souhaiterais partager avec Forêt Bleue qui arrivent dans ces prochains temps? Là, je travaille activement sur 2 nouveaux produits que je vais sortir, je pense, tout bientôt, dans le courant de l'été. Puis le gros morceau, c'est les changements de loi, donc je vais devoir m'atteler à toutes ces préparations de dossiers. Et puis mon gros projet à moyen long terme, c'est de commencer à vendre à l'étranger. Pour l'instant, je vends vraiment qu'en Suisse. Donc c'est de commencer à exporter en Union européenne, etc. Que je laisse pour après, je transite déjà aux nouvelles normes suisses, et ensuite ça facilitera le passage à l'Europe. Mais voilà, c'est mes projets pour l'avenir. Si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé, quel serait-il? Je pense que ce serait déjà de m'apprendre à vendre, mais aussi d'apprendre à dire non plus facilement, plus vite en fait. Au début, j'avais tendance j'avais cette peur comme je savais pas du tout ce que je faisais, de passer à côté d'opportunités. Et tout ce qu'on me proposait, on me disait je vais organiser je sais pas, une réunion chez moi, ou il y a tel événement au bout du monde où il y aura 5 personnes max, il y a tel truc, et je disais oui à tout parce que je me disais ok, je sais que ça va pas marcher, à 99% je suis sûre, mais à 1% si ça se trouve, il y aura tout d'un coup 2000 clients fidèles qui vont me trouver 200 points de vente, et si c'est ça, je peux pas passer à côté. Et donc je faisais tout, et je m'épuisais en fait la première année, mais je faisais tous les petits événements, tous les petits machins, et je m'épuisais, et du coup je perdais du temps pour ce qui était vraiment important, apprendre à faire de la publicité, faire ma comptabilité, et voilà, ça c'est vraiment important de se faire confiance en fait. Si on sent que quelque chose n'en vaut pas la peine, arriver à dire non et se concentrer sur ce qui nous sert, ce qu'on sait faire et qu'on aime faire aussi. Complètement. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Emmanuelle pour ta participation.
Vous pouvez retrouver Forêt Bleue sur Instagram ainsi que sur le site forêtbleu.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.